Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette table ronde qui constitue le point d'orgue de notre programme Yoga for Unity. Vous êtes ici dans un des lieux de méditation du mouvement Heartfulness, le Heartspot de Paris. Nous remercions son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France et de Monaco, de sa présence dans cette journée internationale du yoga très intense, dans la foulée de l'événement qui s'est passé ce matin au Trocadéro. Donc, malgré toutes vos occupations, vous avez pu nous joindre en visio. Nous vous en remercions. Claire Bigan, coordonnatrice du programme Yoga for Unity et secrétaire générale de l'Institut, va vous présenter l'initiative Yoga for Unity. Donc, je lui passe la parole. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir à tous. C'est une grande joie. Bonsoir. Une grande joie de vous accueillir ici en présentiel, mais aussi en distanciel, puisqu'on a le Heartspot de Lausanne qui est connecté avec des partenaires qui sont sur place, et puis son Excellence qui va bientôt s'exprimer. En deux mots, parce que je pense qu'on est tous très impatients d'entendre nos invités ici, de qualité. L'initiative Yoga for Unity 2022 a l'ambition d'être une introduction au monde du yoga pour découvrir toute sa diversité, mais aussi toute sa richesse et sa profondeur. Le programme de 10 jours de cette année a été co-construit par des partenaires qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, du Maroc et de Madagascar. Je tiens à remercier très vivement nos partenaires, donc d'une part l'ambassade de l'Inde, l'UNESCO, avec la présence de Gila Clara Kessou, la Fédération interenseignants de Hatha Yoga, l'Union européenne de yoga, la Fédération védique de France et l'Union des professionnels de yoga. Mais cette édition voit le jour aussi grâce à la générosité des conférenciers et des enseignants, de plus de 30 conférenciers et enseignants qui ont donné de leur temps et de leurs connaissances, gratuitement. C'est plus de 40 contributions que vous allez pouvoir découvrir tout au long de l'année sur la plateforme Yoga for Unity, sous la forme à la fois de podcasts, de vidéos et d'articles. La presse s'est aussi elle s'est faite l'écho de cette initiative avec plus d'une douzaine d'articles à la fois web et papier. Mais nous voyons cette plateforme comme un début et avons vraiment l'ambition de continuer à partager tout au long de l'année des contributions et montrer que le yoga est vraiment une manière de trouver des leviers dans sa vie au quotidien. Sans plus attendre, je passe la parole à Gila et je vous laisse. Bonsoir à tous, Votre Excellence, bonsoir. Nous sommes tous réunis ici pour la 8e journée internationale du yoga. Une journée internationale importante qui se situe le même jour que la fête de la musique, et nous allons faire notre propre musique intérieure avec le très beau panel que je vais avoir l'honneur d'animer ce soir, un panel de chercheurs, un panel de médecins, un panel de professionnels du yoga, et bien sûr, sous le regard bienveillant de son Excellence, Monsieur Jawed Ashraf, ambassadeur de l'Inde en France et de Monaco. Je vais tout de suite vous présenter les intervenants avant de donner la parole à son Excellence. Alors, je voudrais déjà saluer Dr Bernadette de Gasquet, médecin, professeur de yoga, auteur de nombreux livres et fondatrice de l'Institut de Gasquet. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Vous pouvez les applaudir. À sa gauche, nous avons le docteur René Descartes, qui est médecin acupuncteur, formateur en méditation Heartfulness. Merci de votre présence.
des docteurs donc, mais aussi un professeur que vous connaissez bien, professeur Kiran Vyas, fondateur et directeur de l'université Tapovan Yoga et Ayurveda. Merci aussi de nous avoir rejoints. Enseignante, Virginie Zajac, enseignante de yoga, présidente de la FDHY, Fédération interdisciplinaire de Hatha Yoga, et de l'UEY, Union européenne de yoga. Merci de votre présence. Enfin, une dernière, mais pas des moindres, enseignante de Ananda Yoga, Charlotte Dufour, qui nous rejoint ce soir, co-créatrice de l'association Listening Inspires. Alors, une première question sur ce yoga en tant qu'art de vivre. Votre Excellence, je voudrais vous donner la parole pour débuter cette soirée. Monsieur Jawed Ashraf, merci encore d'être parmi nous. Vous êtes ambassadeur de l'Inde en France et de Monaco. Pourquoi le yoga est-il aujourd'hui un art de vivre? And first of all, sorry for not being there in person. And with a very eminent panel of participants, a very impressive panel of speakers today. And sorry for having to trouble you with speaking in a foreign language. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas être ici en présence et de ne pas profiter justement de la présence d'un panel d'intervenants aussi distingués. So your question has a very important meaning. First of all, I want to thank you, Heartfulness Center and Sri Ramchandra Mission and all the speakers for this event. Votre question a une signification très profonde et je voudrais remercier tout d'abord le mouvement Heartfulness et la Sri Ramchandra Mission et tous les intervenants à cette manifestation. So yoga is not simply a set of asanas, not simply pranayama, and not simply dhyan or meditation. Le yoga n'est pas seulement un ensemble d'asanas, un ensemble de pranayama et un ensemble de dhyan ou méditation. It is eventually a way of thinking and a way of living in every moment. Pour finir, c'est un mode de pensée et un mode de vivre chaque instant de sa vie. So this is because when you practice yoga over a period of time, it brings about unity between the physical, the psychological, the emotional, and the mental dimensions of our lives. Et lorsqu'on pratique le yoga pendant un certain temps, il apporte de l'unité au niveau physique, mental, intellectuel de l'être. It brings an inner harmony and balance within a person. Il apporte harmonie et équilibre à l'intérieur même de la personne. Harmony and unity between our internal self and the external world. Unité et harmonie entre le soi intérieur et le monde extérieur. And it is also a balance and harmony with nature. Et c'est également l'équilibre et l'harmonie avec la nature. When you achieve this harmony and balance, you relate to people and planet or nature in a very different way. Lorsque vous parvenez à cette harmonie et cet équilibre intérieur, eh bien vous entrez en relation avec la planète, avec les autres et avec le monde d'une manière tout à fait différente. So there is a sense of non-attachment, which is different from detachment. That detachment is negative, non-attachment is positive.
Et il y a donc un sentiment de non-attachement qui est différent du détachement, parce que le détachement est plutôt négatif, alors que le non-attachement est positif. There is ability to have a sort of equanimity on dealing with everything in life. Il y a une sorte d'équanimité à gérer tout ce qui se présente dans la vie. And there are physical benefits, lifestyle diseases. You can prevent lifestyle diseases, which is a problem today. Et il y a également des avantages physiques, c'est-à-dire qu'on peut prévenir ces maladies du mode de vie qui sont une nuisance aujourd'hui. You have better strength, flexibility, mobility, and balance in your posture and in your life. Et vous avez davantage de force, de stabilité et d'équilibre et de souplesse dans votre vie au quotidien. And so the more you discover yourself and you go in to see your relationship with yourself and the outer world, your attitude towards life changes. And that is why yoga is an art of living in every moment. It becomes how you relate to the material and the human world outside. Et au fur et à mesure où vous développez ces qualités en vous, eh bien, vous êtes davantage en harmonie avec le monde extérieur. So that is my view on why I think yoga is not an exercise. It is not simply meditation. It is, you evolve into a way of living, which is a very good title. Et donc, yeah. Sorry. Et donc c'est pour cela que avec le yoga, c'est pas seulement une pratique, un exercice, mais vous évoluez vers un art de vivre. And it is not bound or defined by religion or culture or traditions or any particular, that you have to be a spiritual master or a spiritual guru or a monk. Living in an ashram to be able to do that. Et pour pratiquer le yoga, eh bien, il n'est pas nécessaire d'être un maître spirituel, un gourou, ou de vivre dans un ashram. C'est accessible à tous. And it can be it is within the means, reach, and ability of every individual. Et donc, il n'est pas lié à une coutume, une croyance et une tradition, mais il est à la portée de chaque individu dans sa vie. So this is why I think you can make it a part of everyone's life in a very simple way. Et c'est pour cela que you need discipline. And discipline to make it a habit and make it a part of your natural life. Thank you. Et c'est pour cela que je pense qu'il peut faire facilement partie de la vie de chaque individu, il peut être intégré à sa vie, mais pour cela, il faut de la discipline. Merci. Thank you. Thank you, Your Excellency. Merci, merci. And since we have a doctor here, and some scientific people, I want to also say that in India, we are now using what we call scientific methods of validating what we have known for centuries, the positive benefits, by using scientific methods of controlled and uncontrolled samples. And also, that is also the case for Ayurveda. Et puisque nous avons un médecin ici, je voudrais ajouter que nous avons développé des méthodes scientifiques pour valider ce que nous connaissons depuis toujours, et cela se produit également dans le domaine, enfin les résultats donc du yoga, et cela se produit également dans le domaine de l'Ayurveda. Thank you. Thank you. Merci. Merci, Votre Excellence. Quelle merveilleuse façon de pouvoir commencer cette réflexion sur le yoga et l'art de vivre.
Première question pour la docteure Bernadette de Gasquet. Vous donnez plusieurs stages sur votre méthode, en particulier en utilisant le yoga. Pour vous, cet art de vivre, est-ce que vous le voyez véritablement en termes de différence vis-à-vis des personnes qui sont assidues? Monsieur l'ambassadeur parlait de discipline. Est-ce que vous voyez une vraie différence par rapport à cet art de vivre que développent des personnes qui suivent avec assiduité le yoga que vous proposez? Merci de me poser cette question qui est un peu difficile. Je pense que les gens qui viennent, ils ont quand même quelque part des affinités, des points communs, des liens. Et ces liens, au cours du temps, créent quelque chose. J'ai appris tout à l'heure qu'une ancienne élève qui a eu beaucoup de problèmes de santé va revenir au cours. Tout le monde était émerveillé en disant « Ah, Babette revient, Babette revient ». Et Babette, elle m'a connue quand j'attendais ma fille qui a 47 ans. Et elle fait du yoga depuis. Donc c'est cette continuité, je trouve. Et personnellement, je la retrouve, cette continuité, puisque je m'occupe beaucoup de prénatal. J'ai beaucoup de mamans qui sont là parce que leur maman était enceinte, elles m'ont connue. Enfin, c'est mes bébés aussi, enfin, quelque part. Voilà, je dirais c'est cette communauté un peu de gens très très différents qui retrouvent quelque chose. Et ça, je pense que c'est peut-être pas tout à fait pareil. Enfin, je ne veux pas porter de jugement sur d'autres disciplines, mais c'est pas sûr qu'on le retrouve dans toutes les disciplines où chacun pour soi. Mais donc le yoga est quand même un art du collectif. Ça, vous nous le confirmez? Et pourtant, on nous reproche d'être chacun sur son tapis à regarder son nombril. C'est ça l'image du yoga. On n'est pas, soi-disant, dans la communication. Mais je pense que justement, il y a beaucoup plus de communication dans ce silence, dans ce respect, que dans l'agitation. Voilà. Et effectivement, je ne veux pas dénigrer d'autres choses, mais je trouve qu'il y a une valeur profonde entre les membres. Donc il y a une connexion qui se fait entre les tapis. Je voudrais me tourner justement vers les enseignants, en particulier Virginie. Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire, vous-même, lorsque vous transmettez le yoga, est-ce que vous ressentez cette unité? Et comment est-ce que vous arrivez à transmettre dans vos cours plus qu'un côté postural? Comment vous transmettez l'art de vivre? Bien, c'est une excellente question, comme on dit souvent, c'est-à-dire que ça nous donne le temps de réfléchir à comment on va répondre à la question. Merci, c'est vrai que c'est intéressant. C'est directement la suite de ce que Bernadette vient de dire. Elle disait qu'il y a un lien qui s'établit en fait. Et je pense que c'est à travers ce lien qu'on arrive à transmettre quelque chose de plus. Les personnes qui arrivent en cours de yoga pour la première fois, tout à l'heure je disais j'aime beaucoup quand il y a des nouveaux. C'est impressionnant de les voir justement évoluer, de les voir sur leur tapis entre le premier cours, puis le deuxième, puis au bout d'un mois, etc. Et quand certains, on se dit oh, ils vont pas revenir, eh bien si, ils reviennent et ils sont contents. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui les aide. À partir de là, on sent qu'on a transmis ce quelque chose de plus. Parce que c'est pas la posture techniquement, le bras levé, c'est le bras levé. Voilà, voilà, c'est toujours la même chose techniquement. On s'assoit, on s'assoit. Mais c'est comment on s'assoit? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps où on est seul sur son tapis? Et vous disiez que c'était un art collectif. En fait, non. C'est un art individuel qui permet d'être en collectif ensuite et d'aller vers le collectif. Puisqu'on a toujours une relation en fait entre nous-mêmes, l'univers, nous-mêmes et les autres. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Très très intéressant cette notion-là de connexion qu'on peut trouver en étant plus intérieur, finalement en étant plus près aussi de la possibilité de connexion. Alors je me tourne bien sûr vers le docteur René Descartes. Est-ce que ça se quantabilise? Est-ce qu'on peut réussir à comprendre pourquoi un bras levé
ou alors une façon de s'asseoir va créer justement chez l'autre une meilleure connexion et surtout, et bien sûr je vous donnerai la parole, va pouvoir même peut-être créer une vraie guérison. Est-ce qu'il y a des degrés quantitatifs, comme le disait très bien son Excellence? Oui, alors c'est vrai que ce qu'on a vu, donc la méthode Heartfulness, c'est un yoga, Raja Yoga, donc c'est un yoga qui est avant tout, je dirais, basé sur la méditation. Il y a les asanas, dans le sens que on demande, en fait, on souhaite méditer dans une posture relativement alignée, mais on ne pratique pas des asanas. Je dirais que l'alignement se fait d'abord par une étape avancée de l'Ashtanga Yoga, le dhyana, par la méditation. On essaie d'avoir un alignement intérieur qui va se refléter en fait sur la posture. Ça, c'est une approche en fait. Il y en a de multiples approches yogiques, mais la méthode Heartfulness démarre comme ça. Alors, je me rappelle plus bien de votre question. Le quantitatif. Comment est-ce qu'on peut réussir à quantifier et les résultats, et peut-être, je ne sais pas moi, des angles scientifiques pour le bras levé ou... Comment on sait qu'on fait du bon yoga? Alors, il y a de la recherche, comme disait l'ambassadeur en introduction, il y a de la recherche sur plein d'aspects du yoga. Il y a de la recherche sur les pranayamas, sur les respirations, il y a de la recherche sur le hatha yoga, mais il y a aussi une abondante recherche sur l'ayurveda aussi, mais il y a aussi une abondante recherche, très abondante recherche, puisqu'on est à des milliers d'articles sur la méditation et les effets physiologiques de la méditation. Et disons qu'on peut dire qu'il y a deux grandes catégories pour savoir ce qui se passe de techniques. C'est des approches d'imagerie par IRM fonctionnelle et puis des enregistrements électroencéphalographiques où on va simplement demander à des pratiquants de méditation, soit des débutants, soit des jeunes pratiquants, soit des pratiquants très avancés. Je crois que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces recherches sur des pratiquants qui méditaient depuis certains d'entre plusieurs dizaines de milliers d'heures de méditation, où on a pu observer des changements absolument spécifiques à la méditation, qu'on ne retrouve jamais une telle activité électrique chez quelqu'un qui n'a jamais médité. Et je dirais que c'est quand même cette validation scientifique, ces travaux de recherche qui ont commencé à donner une certaine crédibilité à la méditation. Parce qu'effectivement, contrairement à un sportif qui peut montrer en fait ses performances, elles sont mesurables facilement, le méditant, il n'a pas grand-chose à montrer à part décrire en fait ce qu'il ressent. Et c'est assez difficile de transmettre en fait quelque chose comme ça. Oui, on le sent, c'est assez difficile de transmettre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler maintenant de l'art de vivre à partir de l'intention. Parce que c'est vrai qu'on parlait de bras levés, mais tout l'art du yoga, c'est aussi de permettre à l'autre de vivre dans une volonté de mettre quelque chose dans ce bras levé, qui est justement cette question de l'intention. Alors, comment transmettre l'intention? Ma question va se tourner vers professeur Kiran Vyas, bien sûr, en particulier sur la question de l'Ayurveda. Comment est-ce qu'on réussit à pouvoir, quand on propose un geste, quand on propose une posture, mettre plus, encore une fois, si on essaye de reparler de cet art de vivre, mettre plus que quelque chose qui est de l'ordre de l'imitation, mettre l'intention, et là bien sûr on revient sur cette notion de heartfulness, c'est-à-dire mettre l'intention du cœur. Oui, merci. Merci pour cette question. Bien difficile quelque part de répondre, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir tout d'abord par mon expérience personnelle. Quand je suis venu ici en Occident et quand j'ai vu qu'il y avait les cours des asanas et on appelait ça le yoga, ça m'avait quelque part pincé un tout petit peu que asana n'est pas tout à fait le yoga quelque part. C'est une partie, certes, une partie physique,
une partie qui a une grande importance au niveau du corps physique, parce que ça travaille sur le système nerveux, ça travaille sur le système digestif, tous les systèmes du corps, certes, et en plus, ça travaille sur l'endocrinologie, et ça travaille à travers ça, peut-être sur les chakras, sur les énergies. Mais, deuxième chose qui m'a choqué, qu'on pratiquait qu'une seule fois par semaine. Alors ça, je n'avais jamais pensé ou vu comme ça en Inde, comme si une seule fois par semaine, vous faites quelque chose et vous pensez que vous allez vous transformer. Alors j'étais dans des doutes absolus. Troisièmement, la pratique du yoga, quel que soit le yoga, y compris les asanas, moi j'avais pratiqué en maître, en disciple, en enseignant, en élève. Et là, quand j'ai vu tout un grand groupe, et on faisait une sorte de, vous m'excuserez, l'expression de l'époque, j'ai dit, ah, c'est pas yogastique, gymnastique qu'on fait collectivement. Alors, les doutes étaient là, déjà au niveau du corps physique. Mais j'étais impressionné quand j'ai vu le progrès chez des personnes qui venaient. Et pour m'embêter, on m'a collé un groupe, soi-disant de 3e âge, mais quand ils sont venus pour la première fois, les messieurs bien cravatés, qui n'avaient jamais bougé leur corps depuis au moins 30 ans, et les dames qui étaient bien habillées, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce groupe-là et en plus, pour la première réunion, en plus, ça s'appelait le club des aînés. Mais en réalité, c'est des super aînés, dans le sens que... alors, et on m'a dit, ah, vous pouvez faire des miracles par le yoga. J'ai dit, ok. J'ai inspiré profondément pour comprendre moi-même. Et en plus, il devait venir qu'une seule fois. Mais le premier jour, je réponds à votre question, comment l'intention se joue. J'ai juste fait lever le bras en inspirant. C'était même pas la question qu'ils peuvent se lever comme ça. Hein. C'était juste un petit peu comme ça. Inspirer, lever le bras, expirer, descendre le bras, puis inspirer d'autres, descendre, puis tourner la tête en expirant, revenir. Quelques exercices, j'appelle des exercices, vous m'excusez, mais en terminologie sanskrit, on appelle sukshma vyayama, c'est-à-dire les subtils mouvements qui vont ouvrir les nadis, les canaux d'énergie. Il y en a 72 000 et d'autres. Et bien sûr, si ça a été pratiqué, comme dit Madame, dès la naissance ou même avant la naissance, certainement ça va aider. C'est-à-dire si la maman a pratiqué le yoga et la fille, en naissant, a pratiqué, certainement ça va donner quelque chose. Alors, tous mes doutes se sont un peu envolés, mais comme j'ai une formation un peu scientifique, physique et mathématique, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que je peux quand même croire à ce yoga occidental? Et là, encore une fois, le mot yoga, ça m'a toujours touché, parce que le yoga, pour moi, c'est un chemin intérieur, chemin spirituel. Le mot spirituel, c'est... Je suis moi-même un peu allergique quand les autres parlent de la spiritualité, parce que, en réalité, je dirais que le yoga n'est rien d'autre qu'un chemin, une voie, quelle que soit votre voie. Et l'objectif sera de développer une conscience. Et encore une fois, la conscience du geste qui synchronise avec la respiration et cette conscience qui se développe. Et c'est là qu'on commence d'abord à devenir calme. Alors pour revenir à mon exemple de ce club des aînés, à la fin de l'année, en faisant une seule fois ce petit cours de yoga qu'on a commencé sur les chaises, et bien sûr bien costumé. Le premier jour, c'était juste dénouer la cravate, mais à la fin de l'année, tout le monde était dans la tenue
Et par terre, on arrivait à faire un petit peu. D'ailleurs, le cours de yoga que j'ai fait ce matin devant tout le monde, c'était basé sur ce cours-là que j'avais fait à la fin d'une année avec ce groupe. Pour répondre à votre question, pour moi, la conscience et le développement de la conscience, ou bien augmenter une certaine luminosité intérieure de soi, ça sera le yoga. Bien sûr, ça demande un travail multidimensionnel. Comme je suis aussi un enseignant de l'Ayurveda, je dirais les 5 corps devaient travailler. Le corps physique, bien sûr, avec tout cela, mais corps émotionnel. Le corps émotionnel, ça se travaille de différentes manières. Moi, je conseille ici en Occident la créativité, la peinture, l'art, la musique. En Inde, je conseillerais de chanter les mantras, ou chanter les chants dévotionnels, ou bhakti yoga, ou bien yoga de connaissance, jnana yoga, qui est rien d'autre que développer la connaissance d'un côté, mais d'autre part, apprendre à méditer, apprendre à se calmer. Et encore, comme disait tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas tout, c'est peut-être juste un petit commencement. En réalité, pour nous, le yoga commence après qu'on a fait tout cela, véritablement quand on a déjà fait un chemin intérieur et un chemin spirituel. Mais la santé est toujours importante. C'est ça qui m'a appris dans le yoga, mais je n'y croyais pas. Mais en venant en Occident, chaque fois, est-ce que le yoga pourrait guérir ça? Je réfléchis, oui. Et non, ce n'est pas le yoga. Mais en même temps, oui, telle posture va nous aider à telle partie du corps, à telle partie de la maladie. Mais quand c'est combiné avec l'Ayurveda, certainement, ça s'améliore. Alors, par rapport à la santé, le yoga pourrait aider, mais son objectif principal pour moi reste toujours intérieur et spirituel. Merci beaucoup. On peut faire des miracles avec le yoga. Et c'est ce que je trouve fascinant aussi avec votre pratique, Charlotte Dufour. Puisqu'en fait, en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, moi j'œuvre avec le théâtre, avec des populations qui sont en souffrance et qui ont été victimes de syndrome post-traumatique. Vous le faites aussi. En quoi est-ce que ce que vous faites transforme profondément ces personnes en termes de guérison et leur propose en fait une autre façon de vivre, un autre art de vivre? Oui, enfin pour situer, en fait, mon domaine professionnel principal est d'œuvrer dans des organisations internationales, des ONG humanitaires, où j'ai pas mal travaillé avec les Nations Unies. Et donc les questions que vous posez me font penser à yoga, art de vivre ensemble. Et face aux défis auxquels on fait face, que ce soit les conflits dans le monde, le changement climatique, on est vraiment appelé à co-créer et à travailler ensemble. Et vous parliez de l'intention aussi. Souvent, vous voyez dans ces déclarations internationales ou nationales ou politiques, on va des vœux pieux et des belles intentions, mais qui me frappent parfois parce qu'elles ne sont pas forcément incarnées. Où on a des mots sur le papier, des grandes déclarations, et en fait, derrière, il y a aussi beaucoup de compétitions institutionnelles, des compétitions d'ego personnelles, des petites guéguerres à qui va avoir le plus d'argent. On le voit beaucoup dans la vie politique. Et je trouve que, là, on parle de yoga for unity, pour l'union, c'est l'union intérieure avec les différentes facettes de notre être, mais il y a aussi une invitation à travailler à l'union du vivre ensemble, y compris avec la nature, comme nous le rappelait l'ambassadeur. Et là, donc personnellement, c'est vrai que j'ai travaillé pas mal d'années en Afghanistan, et à l'époque, j'étais pas encore dans le yoga. J'avais des amis qui, elles, donnaient des cours directement aux personnes affectées, par exemple dans l'orphelinat de Kaboul ou autre. Et ça se développe de plus en plus, des cours de yoga pour les personnes victimes de crise ou des réfugiés ou autres, des cours de méditation, parfois en ligne. On soutient par exemple à des personnes en Ukraine. J'ai une amie qui essaie de proposer des méditations pour des personnes en Ukraine. Personnellement, moi j'œuvre surtout avec ceux qui travaillent en soutien.
Et ce qui me frappe, donc j'essaie d'intégrer des petites mini-pratiques de yoga sans forcément les labelliser telles quelles, parce que je travaille dans des contextes interculturels avec une diversité, mais c'est inviter à un moment de réflexion, de pause, de respiration, d'ancrage au sol, de conscientiser les émotions qui sont là dans le cœur, de développer l'écoute. C'est pour ça, avec des amis, beaucoup sont yogis, mais pas que. Il y a aussi des pratiquants de pleine conscience, de bouddhisme. On a créé cette association Listening Inspires, écouter inspire, qui est une manière en fait d'insuffler cet esprit sans dire le mot spiritualité qui peut faire peur. Et je pense que c'est ça la magie du yoga, c'est qu'il peut parler à beaucoup de monde à travers toutes les cultures, comme le disait l'ambassadeur, parce qu'il s'agit d'une question d'expérience. Il nous donne des clés pour une expérience. Et il y a vraiment cette notion scientifique de si je respire d'une certaine manière, de si je peux conscientiser mon ouverture de cœur. D'une part, je me sens mieux, mais je rayonne quelque chose d'autre. Vous parliez aussi de la transmission, et ce que j'ai apprécié dans ma formation d'Ananda Yoga et d'enseignante de méditation, c'est qu'on nous enseignait à être à l'écoute de ce que l'élève peut-être a besoin de recevoir, de voir la lumière dans les personnes avec qui on pratique, au-delà des limites, des peurs, de l'ego ou autre, et d'essayer de s'ouvrir pour être un canal de quelque chose qui nous dépasse, comme un courant d'amour. Et c'est vrai qu'on peut le faire dans un cours de yoga, on peut le faire dans une salle de réunion d'équipe. Juste ce matin, j'étais à Genève avec des collègues qui travaillent sur la crise alimentaire mondiale, des gros défis, en appui au bureau du secrétaire général. Donc c'est vraiment, ils sont au cœur de la crise. Et on a fait des exercices de respiration, d'ancrage, de conscientisation de son énergie. Et le yoga est un trésor de pratiques accessibles à tous, universel vraiment. Et je pense que je pensais aussi je relisais un poème de Paramhansa Yogananda ce matin qui me parle beaucoup. Il parlait une prière pour que le divin, cette source de vie, soit le président des États-Unis du monde. Et il l'écrivait en 1929. Et j'ai trouvé ça vraiment magique de prévoyance. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des réelles opportunités. On en parlait avec René, on sent des ouvertures. Moi, j'ai quitté mon poste aux Nations Unies il y a 5 ans pour me dédier à ça, créer des ponts entre yoga et développement durable. Et je me disais, mais on va me prendre pour une folle. J'avais une certaine réputation en tant qu'experte des Nations Unies. Je dis, oula, je vais passer par la nana qui file New Age. Et il y a 5 ans, ça pouvait paraître fou, mais le fait que j'ose, j'ai cassé un espèce de tabou qui mettait un mur entre le travail intérieur, le chemin intérieur et le chemin collectif. Et j'ai trouvé qu'on était plein, en fait, à se dire, en fait, ça ne va jamais marcher, on ne va pas répondre aux défis de la planète si on reste chacun à se cacher, là où il y a le sens même de notre existence. Et maintenant, ça s'ouvre, et on en parle, et c'est de plus en plus présent, et il y a même de la recherche qui vient regarder aussi comment est-ce que méditer change les comportements, permet de mieux travailler ensemble, permet d'être plus attentif à notre impact sur la planète, par exemple. Donc voilà, on voit vraiment que le yoga, c'est un art de vivre à tous les niveaux qui unifie plein de niveaux. Merci beaucoup. Alors justement, je renvoie la balle à René. Est-ce que vous trouvez que le yoga, du coup, est un facteur de durabilité humaine ? C'est-à-dire en quoi est-ce que ce yoga, qui est un art de vivre, on l'a bien compris, qui unifie tout, à la fois l'individu et puis l'individu, le collectif, et puis l'individu, collectif et terre, en quoi est-ce qu'il y a cette capacité de résonance avec tout ce qui va être respect de la planète, etc. Comment est-ce qu'on relie ça ? Puisqu'il semblerait que c'est un petit peu déconnecté. D'un côté, on a un corps, d'un autre côté, on a des corps, et puis de l'autre côté, on a la planète. Donc en quoi est-ce que ce yoga fait une connexion entre les trois ? Je pense que la guérison, puisque je peux vous parler en tant que médecin, la guérison se fait dans la détente et pas dans la lutte, parce qu'on entend souvent des personnes qui disent, et c'est vrai pour la guérison de la planète aussi, des personnes qui disent, on vient de me diagnostiquer un cancer, je vais me battre, vous entendez ce mot, et puis
réellement se battre, ça veut dire activer le système sympathique. Alors c'est important, à un moment donné, les cellules du système immunitaire sont en fait mises en mouvement par le système sympathique. Donc il y a une phase où il faut peut-être se battre. Mais souvent, ce qui se passe quand les maladies se prolongent, deviennent chroniques, et on l'a vu avec le Covid, les gens qui arrivaient aux soins intensifs, c'était pas tellement qu'ils se battaient pas contre le virus et que le virus les envahissait, c'était plutôt qu'ils se battaient trop fort en réalité. On a parlé de ces orages de cytokines, etc. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'on a été, beaucoup d'entre nous, peut-être une majorité, nous tous, éduqués dans une ambiance de compétition de performance. Et on a de la peine à accepter le fait que des fois, il faut arrêter de chercher des solutions, arrêter justement de se battre, puis se poser, déposer ses problèmes, pas vouloir toujours avoir des solutions dans l'immédiat, accepter de vivre avec une problématique, puis d'attendre, puis de laisser venir en fait cette créativité en réalité. Vous parliez de co-création, c'est un peu ça. Alors, je crois que c'est là où le yoga va, en tout cas les pratiques yogiques vont intervenir. On parle ici du yoga comme un art de vivre. Au début, c'est un peu de l'artisanat quand même. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ben oui, il faut mettre en place tout ça. On commence à pratiquer même 5 minutes par jour, pourquoi pas. Hein. Mais évidemment, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et ces pratiques, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Je crois que les personnes qui viennent soit méditer, soit sur les tapis de yoga, faire un enseignement complet de Hatha Yoga ou d'autres pratiques, sont toujours fascinées par le fait qu'elles arrivent avec un stress d'une semaine et puis elles ressortent au bout d'1 heure ou 2 heures de pratique complètement régénérées. Je me demande où a passé la fatigue en fait. Et évidemment, lorsque les êtres humains, si on aimerait qu'il y ait en fait un effet de diffusion majeure du yoga, c'est pour ça que cette journée du yoga existe. On imagine que des êtres humains qui ont cette dimension en eux, ça peut faciliter un petit peu l'harmonisation des personnes entre elles au niveau international. Enfin, on voit les événements actuels et puis tout le travail qu'on doit faire vis-à-vis de la nature, quoi. Merci. Donc en fait, c'est assez difficile parce qu'en fait, j'aimerais vous poser cette question, Bernadette de Gasquet. Donc vous qui accompagnez l'avant jeune âge, en fait, c'est une autorisation de lâcher prise avec la discipline qu'il faut rajouter. Donc c'est très compliqué, il y a presque un élan paradoxal entre le fait d'être très discipliné à lâcher et à tout le temps vérifier qu'on lâche. Est-ce que ce serait ça aussi, cette question du yoga comme un art de vivre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous transmettez sur ces questions de comment lâcher prise et comment avoir conscience en fait d'une plus grande presque décontraction ? Oui, je crois que le yoga est plein de paradoxes. Hein. Je crois même que c'est presque une définition. C'est l'obscure clarté, n'est-ce pas ? Donc, oui, c'est en particulier quand des couples, des parents viennent se préparer à l'accouchement. Et il y en a qui arrivent, je viens parce que je veux accoucher comme ça, accroupi, sans péridurale, machin. Bon, est-ce que vous faites des préparations pour ça ? Je dis, non, je ne fais même pas de préparation pour accoucher sans césarienne parce qu'on ne sait pas. Donc vous verrez bien, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et particulièrement dans l'accouchement, c'est tellement évident, on ne maîtrise pas tout. Et il y a le bébé aussi qui a son mot à dire. Et finalement, on va se donner tous les moyens. On va faire
que la maman soit le mieux possible, qu'elle se connaisse bien, qu'elle aille trouver tout de suite ce qui convient le mieux à tout moment. Et puis, il faut accepter de ne pas tout maîtriser, accepter ses limites. En yoga, c'est tout le temps qu'on accepte ses limites. Et je pense que là, c'est particulièrement adapté à la situation de maternité. Et puis plus tard, bon, puisque je ne fais pas que de la maternité, les seniors, etc., accepter que, bah oui, on ne fait plus la même chose que ce qu'on a pu faire avant, on ne fait pas comme le voisin, on ne fait pas... Voilà. Et se donner finalement un peu tous les moyens. Et après, bah, effectivement, il faut vivre. Oui, il faut vivre. Et vous travaillez aussi avec de grands sportifs, avec des personnes justement qui ont à faire, on va dire, des dépassements de leurs limites. Et alors, comment est-ce que vous leur proposez de comprendre que cet art de vivre du yoga va presque à l'encontre de ce qu'ils font de façon professionnelle? Pour un grand sportif qui vient et qui découvre avec vous tout ce qui va être postural, tout ce qui va être même respiration à l'envers de ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, est-ce que vous rencontrez beaucoup de résistance justement vis-à-vis de ce chemin qui est l'art de vivre que propose le yoga? Oui, il y a toujours des résistances, mais bon, je pense que déjà s'ils ont fait le pas de venir, c'est qu'ils se posent des questions. Et puis bon, c'est pas forcément antinomique. Ils peuvent continuer à s'entraîner comme ils le font, et c'est obligatoire. On va pas tout changer, mais se relier peut-être plus à l'intérieur justement, et sentir que il y a un pouvoir. Alors aujourd'hui, là, j'aurais tendance à dire le pouvoir. La puissance insoupçonnée de la méditation, et j'ai écrit un livre, La puissance insoupçonnée du gainage, parce que gainer, ça veut dire contenir, ça veut dire donner de la circulation d'énergie et se protéger, mais se protéger d'une manière positive, se protéger pour pouvoir aider les autres aussi. Alors peut-être pour le sportif pour gagner, mais pas que gagner aussi dans la durée, parce qu'un des problèmes des sportifs, c'est que la compétition, ça casse les gens, et on commence à se rendre compte que pour durer, il faut se protéger. Et c'est un peu ça que leur pratique physique ne donne pas. L'idée du plus tard de se protéger, et se protéger aussi intérieurement, parce que ces sportifs, il faut les préparer à l'échec. C'est pas comme ça que je le présente, bien sûr, mais tout le monde ne gagne pas, hein. Donc ça fait partie du jeu, et ça c'est très 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 dur à vivre pour un grand sportif. Merci. Virginie Zajac, comment est-ce qu'on peut justement passer de ces paradoxes que propose le yoga entre la compétition à l'union? Comment se passe un enseignement chez vous? Est-ce qu'il y a justement des principes philosophiques que vous arrivez avec la posture pour des gens tout nouveaux? On parlait de gens qui n'ont jamais fait de yoga. Comment est-ce qu'on arrive à leur changer la vision du monde pour arriver à cet art de vivre qu'est le yoga? Alors d'abord, la première chose, là encore je reviens sur ce que Bernadette disait, les gens quand ils arrivent en yoga, ils ont déjà un questionnement. Sinon, ils n'auraient pas poussé la porte d'un cours de yoga et ils ne seraient pas là sur un tapis, que ce soit pour la première fois ou pour revenir. Donc ça veut dire que quelque part, ils se posent une question, ils sont déjà en chemin. L'ambassadeur disait « way of living ». Et c'est vrai que le yoga est plus un chemin qu'un art de vivre, mais c'est un peu des deux. Et une fois qu'on est sur ce chemin, on est prêt aussi à différents moments à entendre des réponses. Et l'une des réponses du yoga, ça va être à travers ces pratiques quotidiennes où on se découvre et où on se redécouvre en lien avec l'univers. Peut-être déjà on se rassure quelque part, on retrouve une confiance en soi, en l'univers, en son potentiel, sans aller dans la compétition. Et c'est ça, à un moment donné, qui va générer le changement. Tout à l'heure, Charlotte parlait aussi de tous ces projets en fait qui n'aboutissent pas toujours et qui rentrent en compétition aussi.
Parce qu'on n'est pas là pour changer le monde, mais on est là pour se changer soi-même. Et en se changeant soi-même, on arrivera à changer le monde. Donc à partir de là, on va changer notre façon de le considérer, notre façon de l'utiliser ou de l'exploiter. Et tout ça, ça vient au fur et à mesure, parce qu'effectivement, il y a ce questionnement qui vient quand on est sur les tapis. Et petit à petit, justement, on va pouvoir accepter non pas l'échec, mais le fait qu'on fasse quelque chose du mieux que l'on peut, sans aller chercher une attente. Et ça, c'est la grande leçon du yoga. C'est je vais faire ce que je peux. Et si ça se passe bien, peut-être que je gagnerai, peut-être que je ne gagnerai pas. Mais à ce moment-là, on aura vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour, et donc on aura cette satisfaction. On n'aura pas besoin d'avoir cette reconnaissance en fait qui vient de l'extérieur et qui souvent est juste une reconnaissance de performance en fait et pas de l'être humain. Donc voilà. Donc après la question de la transmission, comment on fait pour transmettre ça ? Je dirais que c'est la magie du yoga parce qu'on est tous que des passeurs. On a une connaissance qui nous a été transmise depuis des années. Le yoga, ça fait des millénaires en fait que c'est déjà enseigné et transmis. Et il faut vraiment savoir qu'on est des passeurs. Quand on entre en cours de yoga, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de stagiaires en formation d'enseignants ou d'enseignants déjà, on a l'impression à un moment donné qu'il y a une espèce de déclic. Et c'est pas comme si c'est pas nous qui enseignons. On est enseigné et on transmet quelque chose. Et ça passe. C'est vraiment de l'ordre pas de la magie, mais vraiment de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et on se rend compte, tout simplement, que ça vient. Voilà. Et ça se pose et on donne, on offre. Et là, on retrouve la notion du cœur aussi. Si on n'enseigne pas avec la volonté de transmettre par le cœur, on n'enseigne rien. On enseigne juste de la technique. Donc voilà. Merci. Charlotte, je vais vous poser une question directement reliée à ce que Virginie vient de nous dire. Quand on est enseigné et qu'on passe ce savoir-être à des participants, surtout quand ils sont en situation d'extrême difficulté, comment on fait pour se préserver ? Parce que c'est la vraie question. Comment est-ce qu'on fait aussi pour couper le lien ? C'est-à-dire qu'à la fin d'une heure ou 2 heures intenses, on a tellement donné que peut-être que certaines personnes pensent que l'art de vivre du yoga, c'est votre art de vivre, c'est-à-dire celui du transmetteur. Comment on fait sans se déchirer pour dire voilà, à la semaine prochaine, à bientôt, surtout vis-à-vis de ce que Kiran nous disait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une volonté unique de maître et étudiant, de maître à élève. Comment on fait pour se sortir de là quand on est enseignant ou quand on est responsable de stage ou autre ? Et je pense, pour répondre à la question, je vais d'abord passer pour la première étape, c'est pour devenir enseignant. Je pense que quelque chose qui est très très important, c'est vous parliez de la transformation intérieure. Je pense qu'il est extrêmement important de passer soi-même par un processus assez profond de transformation intérieure avant de pouvoir transmettre. Parfois, je suis un petit peu sceptique avec des formations qui promettent de vous former à être enseignant de yoga en 1 mois. Personnellement, ça a été un processus long qui est passé, et je vais me permettre ma pudeur de côté, mais ce qui m'a fait découvrir le yoga, c'est que moi je souhaitais être maman, je n'ai pas pu l'être. Et j'espérais que le yoga m'aiderait à. Le yoga m'a pas guéri de ça, mais le yoga m'a permis d'accepter et d'ouvrir. Et je cherchais toujours à ouvrir le canal pour être maman. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai lâché, mais j'avais ouvert le canal. Et c'est autre chose qui est arrivé. Et c'est là où j'ai pu transmettre. Et en fait, j'avais toute cette réflexion sur c'est quoi être maman. Je n'ai pas un enfant, il n'est pas à moi. Et je réfléchissais plutôt, être maman, c'est transmettre la vie, et c'est ensuite être défiée, parce que je crois que c'est pas facile. Et donc c'est ça la vie, c'est une invitation à transmettre, mais aussi une invitation où on est mis face à ses limites. Donc il y a une souffrance, je pense, qui est inhérente à la transformation. Et faire l'économie de cette souffrance, c'est pas un cadeau. Et vous parliez de l'échec, et voilà. Donc après, donc quand on passe par cette transformation qui passe par l'acceptation de ses limites, quelque part, je pense qu'on devient un peu plus humble, peut-être.
Pour réellement transmettre, et ça j'apprécie mon prof de yoga, et l'humilité incarnée, et mettre son ego de côté, et quand on sait que c'est pas moi qui transmets, ça vient pas de moi ce qui se passe dans le cours de yoga, je me mets à disposition d'eux. Et on nous dit aussi le canal est béni. Et c'est vrai qu'après un cours de yoga, moi j'ai 10 fois plus d'énergie que quand je pratique pour moi. Donc, mais je sais que ça ne m'appartient pas. Et c'est important, je pense, qu'on pratique quand on enseigne avec cette intention-là, il n'y a pas de lien un petit peu malsain qui se crée, parce qu'on est vraiment dans le respect de l'espace de l'autre et cette conscience que ça ne nous appartient pas. On se met à disposition d'eux et le cadeau, il est là. Merci beaucoup. Kiran, une question pour vous. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous donner vis-à-vis justement de ce club dont vous parliez, avec peut-être des personnes qui veulent en savoir plus sur l'art de vivre, mais qui vont quand même vous demander beaucoup de choses et qui vont revenir souvent et qui vont peut-être vous appeler et qui vont... Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même ce lien-là qui, même si on a une très grande humilité et on a cette capacité à couper, les hommes et les femmes restent humains et donc ils veulent peut-être maintenir le lien sans pour autant venir assister au cours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. Tout d'abord, j'aimerais bien clarifier la magie du yoga, c'est elle, quel que soit le yoga, même quand on enseigne quelques postures, on respecte et on travaille avec les femmes enceintes. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une certaine sorte d'énergie qui se crée et une certaine adoration où on sent que la personne qui enseigne les postures a des solutions pour tout. Pense que cette personne est capable d'être un médecin qui va résoudre toutes les maladies. Cette personne est capable d'être un prêtre qui va directement les amener vers le ciel et donner des bénédictions, de psychologues, de psychanalystes, amis, famille, c'est-à-dire on donne toutes sortes de ces catégories pour le prof de yoga. Alors là, c'est un grand travail à faire dans l'enseignement de comment préparer le professeur de yoga, quel est l'objectif. Et deuxièmement, je suis d'accord que dans un mois, on ne peut pas préparer un prof de yoga. Par contre, dans un mois, on pourrait préparer un petit prof qui sait faire quelques postures de yoga. Alors, ces nuances, si on a compris, après, aller dans la véritable chose. Moi, je reviens vers, par exemple, moi, je faisais des cours pour certaines personnes, certaines femmes enceintes, et, soi-disant, par le yoga, on préparait. On commence par un petit cours, après, elle sait que le nombre de jours sont limités et elle a besoin d'apprendre plus. Alors elle pose les questions par elle-même. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose entre les 2 semaines? Ou est-ce qu'elle peut faire quelque chose de tous les jours? Je trouve ça très positif. Une fois, une jeune femme enceinte, on m'a amené qui était tellement déprimée parce que son petit ami avait quitté X histoire. Et elle voulait entendre parler de rien. Même elle a été consultée par les psychologues, par les médecins, mais on ne peut pas lui donner des médicaments non plus. Et quand elle est venue, elle ne voulait rien entendre. Et pourtant, j'avais une petite lampe de quille, une bougie qui brûlait dans ma pièce, et de temps en temps, son regard allait vers cette lumière. Alors moi, j'ai tout de suite pensé que ça, c'est la solution. Qu'elle est quand même attirée par la lumière, elle est attirée par le concept de Agni, le feu, dans l'Ayurveda. Il y en a 13 feux, et cette lumière qui attire, et ça sera la solution pour elle. Alors j'ai posé la question
Alors tout de suite, elle a dit non, non, non. Elle regardait juste comme ça. Mais elle, qui refusait tout, a commencé à s'intéresser. J'ai demandé si chez elle, elle aimerait bien allumer une bougie. Elle dit non, 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 ça ne m'intéresse pas. Alors j'ai dit, est-ce que c'était l'hiver? Et je savais qu'elle venait d'une famille assez aisée, à la campagne, où il y avait certainement la cheminée chez elle. J'ai dit, est-ce que vous avez une cheminée chez vous? Est-ce que ça brûle le soir? Elle dit oui. Est-ce que vous aimez juste rester assis, regarder le feu? Elle m'a dit oui. J'ai dit, écoutez, faites ça. Moi, je n'ai pas envie de vous conseiller ni le yoga, ni le massage, ni ceci, cela. Et si cela vous intéresse, vous m'appelez. Elle a fait cela et c'est vrai qu'elle s'est intéressée. Et ce feu de l'enthousiasme qui est né chez elle, c'est aussi un côté émotionnel, un côté, ce que moi j'appelle vital. Vital veut dire qui a l'énergie, qui a chi, qui a ki, qui a le prana. Alors ça sera le prana de feu qui s'est allumé et ça a commencé tout un travail chez elle. Après, bien sûr, elle a tout de suite accepté des massages, elle a accepté des postures de yoga, elle a accepté les respirations, elle a accepté aussi, j'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire d'autres choses. Si vous aimez faire la peinture, elle a commencé à peindre, elle a commencé à écouter la musique. Alors, toutes ces choses-là, pour moi, c'est du yoga. Pour moi, c'est ça le chemin intérieur et spirituel. Et bien sûr, dans quelques mois, quand elle a donné la naissance à son petit bébé, le miracle s'est produit. Le petit ami qui l'avait quitté, il s'est apparu le jour même. Et voilà, comme toutes les bonnes histoires qui se terminent bien, il y a eu une vie heureuse après. Mais ça m'a donné aussi, un peu plus tard, parce que c'est le même couple qui est allé en Chine. Et elle m'a écrit une lettre, une longue lettre, en disant, déjà comme le couple est en Chine, dans un pays étranger, langue étrangère, la nourriture étrangère, tout. Et elle avait une fonctionnaire internationale, alors un peu comme vous. Alors ça a donné une certaine responsabilité et une grande tension dans le couple, dans les circonstances. Et en même temps, quand elle regardait le bébé, qui souriait sur les problèmes des adultes, et c'est le bébé qui est devenu enseignant quelque part pour cela. Alors, pour moi, c'est vrai que le yoga, comme l'art de vivre, c'est quelque chose de fantastique. Mais pour cela, je pense qu'on a besoin de faire un effort que les personnalités ici ont déjà fait, c'est-à-dire une sorte de multidimensionnalité, c'est-à-dire pas seulement rester à une seule technique ou une seule chose. Deuxièmement, le yoga comme la thérapie, je suis 100% pour, parce que ça sera une aide à nous tous, d'abord pour la prévention. Dans le cas de Covid-19, c'était une aide immense par les différentes sortes de respiration. Mais dans tous les cas de figure, moi je pense que c'est une très grande aide pour se soigner, pour la prévention. Troisièmement, pour la pédagogie, pour apprendre. Parce que grâce au yoga, il y a une meilleure concentration. L'enfant devient plus intéressé pour les activités que l'enfant a envie de faire. L'enfant est beaucoup plus réceptif aussi. Alors tous ces aspects pédagogiques qui sont exceptionnels. Alors même si on n'a pas envie d'accepter le yoga dans toutes les dimensions, au moins comme prévention, comme aspect pédagogique, ça sera le premier aspect, je conseillerais à toutes et tous. Mais
quelque part, je reste toujours convaincu que c'est un chemin intérieur, c'est un chemin qui demande un travail, quelque chose qui doit se transformer. Et la transformation, quand cette petite bête de rien du tout qui devient un papillon, vous voyez, il y a une grande transformation qui se fait. Alors, pour devenir un papillon, il y a ce chemin qui est nécessaire. Pour nous, les êtres humains, on a fait cette évolution de la terre ou de la pierre vers l'être vivant, que ce soit poisson, après un animal, après, comment dirais-je, les oiseaux ou des choses comme ça, tous les chemins d'évolution, et ce chemin d'évolution qui nous a apporté jusqu'à singes et puis jusqu'à nous, et qu'on n'a pas arrêté cette évolution. Il faut aller au-delà de cet être humain, un peu comme surmental, supramental, mais pas comme Nietzsche a dit, plus fort, mais vraiment dans notre conscience, un changement fondamental. Alors, comme je vois une grande majorité des femmes, j'ai envie de vous raconter une petite histoire indienne qui va vous plaire. Alors, un jour, une petite fille de 7 ans demande à sa mère, « Maman, maman, toi tu as dit que nous sommes nés par le Dieu. C'est le Dieu, le Créateur, et c'est lui qui parle de ça. Mais papa, il dit non, non. Il y a une théorie d'évolution. On était des singes et on a évolué et on est devenus les êtres humains. Une fois, 2 fois, la maman y allait toujours. Elle travaille 35 heures dans son travail de bureau et puis 40 heures chez elle. Alors ça fait déjà 75 heures. Alors bien sûr, elle est très prise. Et la question qui se répétait, elle ne savait pas comment répondre non plus. Puis finalement, d'un seul coup, c'est véritablement une inspiration féminine, absolue, maternelle, qui a dit, mais c'est vrai, hein, chacun parle de sa lignée. Ton papa parle, lui il est venu de singe, et moi je suis venu du Dieu. Merci. Très drôle. Merci, merci, merci beaucoup. Alors en cette 8e journée internationale du yoga, j'aimerais poser la question suivante à tous nos intervenants pour conclure cette table ronde qui, vous l'avez vu, est très riche. Nous avons la chance d'avoir un petit échantillon plutôt représentatif de l'humanité ici, et merci encore d'être venus nombreux. Un conseil que ces personnes pourraient suivre, que ce soit une citation inspirante, que ce soit un exercice pratique de respiration ou de yoga, que ce soit quelque chose de l'ordre du comportemental, philosophique, quelque chose avec lequel chacun d'entre vous puisse partir un peu comme un talisman de chacun de nos experts ici. Et je vais demander à Virginie de pouvoir être la première à donner, à faire ce don d'amour au public qui est présent. Pour rebondir sur le mot amour, justement, en fait, tout à l'heure, on m'a posé la question quels étaient les 2 mots qui te viennent à l'esprit quand pour le yoga, ou plutôt un mot, et ce sont 2 qui sont venus. Ce sont les mots amour et joie. Et je dirais que, quoi qu'il arrive, même si on ne se rend pas toujours compte, le fait d'être un être humain et le fait d'être en vie, c'est un cadeau. Quelles que soient les difficultés rencontrées, il ne faut pas l'oublier en fait. On est vraiment bénis pour cela. C'est à nous ensuite de travailler pour que ce cadeau soit le plus resplendissant possible. Voilà. Merci, merci beaucoup. Docteur René Descartes, que voudriez-vous donner comme talisman à notre public de ce soir ? Alors, il y a quelque chose qui m'est venu. Vous savez qu'on vit dans un monde qui est très polarisé. Il y a
pas mal d'intolérance. Et puis des fois, c'est difficile de soi-même, hein, on s'en rend compte, d'être tolérant, de rester dans l'intolérance. Alors il y a une petite pratique heartfulness qu'on peut faire très brièvement, qui va durer moins d'1 minute. Vous allez fermer délicatement, tendrement, doucement les yeux, et puis vous allez déplacer votre attention dans le centre de la poitrine, dans la région du cœur. Vous le mettez là où vous le ressentez, là où vous voulez. Vous gardez votre attention dans la région du cœur. Et maintenant que vous y êtes, vous essayez de ressentir cette capacité qu'a le cœur d'acceptation. Acceptation, pas dans le sens de résignation, mais plutôt capacité de tolérance, en fait, pour trouver des solutions beaucoup plus créatives que des impulsions, des compulsions, des réactions, etc. Et cette capacité du cœur d'acceptation, maintenant, on suggère qu'elle se diffuse à l'ensemble de l'organisme, en fait, à l'ensemble du corps, tous les corps, de la tête aux pieds. Et puis, on n'a pas le temps de le faire là, mais on pourrait méditer un petit moment là-dessus si on avait le temps. Une pratique très simple qui peut être faite quand on attend longuement pour avoir un ticket de métro, ça peut aider, par exemple, ou dans d'autres circonstances plus philosophiques, par exemple. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, tout le monde peut rouvrir doucement les yeux pour revenir à nous et à notre prochain expert. Je vais demander à Bernadette de nous donner un talisman pour ce soir. Quand je regarde un mandala, pour moi, ça m'évoque une sorte de labyrinthe. Il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup d'entrées. On peut rentrer où on veut. Et le centre, c'est soi-même. Mais soi-même, pas l'ego. C'est se trouver. Et j'aime beaucoup l'image du mandala. Merci beaucoup. Eh bien, bien sûr, la prochaine personne à pouvoir nous donner un talisman sera Kiran. Oh oui. Non, je ne vais pas véritablement vous donner un talisman, mais ce qui est important pour nous tous, très souvent et actuellement, nous utilisons avec cette civilisation beaucoup les yeux. On utilise les yeux avec nos petits portables, les écrans, puis même les publicités avec des écrans. C'est-à-dire, on voit avec la lumière directe, alors que les yeux sont faits pour voir une lumière réfléchie. C'est-à-dire, la lumière, ça tombe sur les fleurs, et moi, je reçois cette lumière. Alors, comment détendre les yeux? Selon moi, c'est très important dans notre civilisation actuelle. Alors, un exercice que tout le monde fait, ce qui s'appelle le palming. Nous allons faire ça, si vous voulez. Et pour cela, d'abord, frottez les mains très fortement. Puis, pour que les mains deviennent des mains de guérisseurs ou de guérisseuses, il faut frapper fort la main gauche contre la main droite ou la main droite contre la main gauche. Faut dire. Oh, c'est bien, vous êtes en train de m'applaudir. Mais non, vous allez applaudir vous-même 12 fois de suite, rapidement. Très bien. En réalité,
j'ai demandé à un chercheur en Inde quelle était la raison pour applaudir. Alors il a dit, ah mais applaudir veut dire, ça augmente l'énergie de tout l'ensemble. Ça augmente aussi, même pour un sportif, quand vous allez applaudir. Quand un artiste qui entre, ou même quand vous avez envie que l'artiste revienne pour rejouer, vous applaudissez, parce que cela augmente l'énergie. Et même les mains les plus dénaturées, ou qui n'ont aucune énergie, ça devient plein d'énergie. Alors encore une fois, frottez vite les mains, et puis doucement, vous posez la main gauche sur l'œil gauche et la main droite sur l'œil droit. Les paupières sont fermées, les yeux sont fermés. Ne pas appuyer sur le globe oculaire, simplement garder les yeux fermés. Prenez conscience de la main droite, le pouce de la main droite. Le pouce représente l'élément éther, l'élément ciel. L'index, l'élément air, vayu. Le majeur, agni ou le feu. L'annulaire, jala, apas ou l'eau. Et annulaire, prithvi, la terre. Les 5 éléments. La paume de la main. Prenez conscience de l'œil droit qui reçoit la chaleur ou la fraîcheur de la main droite. L'œil droit reçoit aussi une sorte de magnétisme, une sorte d'énergie de la main droite qui détend votre œil droit, qui relaxe l'œil droit, qui calme l'œil droit. À présent, prenez conscience de la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, auriculaire, akasha, vayu, agni, jala, prithvi. Prenez conscience de la paume de main. Prenez conscience de l'œil qui reçoit cette chaleur, cette fraîcheur, qui reçoit cette énergie, ce magnétisme. L'œil gauche se détend, se relaxe, se calme. Les 2 yeux se détendent, les 2 yeux se relaxent, les 2 yeux se calment. En principe, il y a un noir absolu, un calme intérieur. La respiration est douce, lente et profonde. Et plus en plus, les yeux seront relâchés. Plus en plus, votre vision intérieure et votre vision extérieure va s'améliorer. Nous sommes tous tout le temps tournés vers la vision extérieure et on oublie qu'il y a un intérieur, une petite lumière dans le fond de votre cœur, petite étincelle. Pensez à cela. C'est vous, cette étincelle. Petit à petit, la luminosité, l'amplitude, cette étincelle augmente et c'est cela qui fait le progrès d'un être humain dans cette vie, dans ce voyage sur la terre. Et grâce à ce yoga, prononcez intérieurement le son Om. Et puis doucement, vous prononcez le son M nasal. Doucement, vous caressez les yeux et le visage du nez vers les oreilles, le centre vers l'extérieur. Et puis, doucement, vous ouvrez les yeux
déjà, vous sentez comme si on avait augmenté la luminosité, mais non, ce n'est pas vrai. Alors cette pratique de yoga des yeux a un petit défaut, c'est que vos yeux deviennent plus lumineux et même plus attirants. Alors mesdames, en sortant, faites attention. Merci, merci beaucoup. Charlotte, vous aurez le mot de la fin. Je vais revenir sur les mots de Virginie, amour et joie. Et un objet, en fait, avec Listening Inspires, on promeut un 18e objectif de développement durable qui est sur l'amour et la joie. Et on dit c'est l'objectif ultime, mais c'est aussi l'activateur qui va nous permettre de réaliser tous les 17 objectifs de développement durable que les nations se sont donnés. Et je vais vous donner peut-être un petit cadeau pour essayer de le mettre en pratique dans notre vie quotidienne et qui est en relation avec le cœur. Et on a parlé des yeux, de la respiration, mais on a aussi le pouvoir des mots, le pouvoir des affirmations qui posent une intention. Et dans le yoga que je pratique, la particularité, c'est qu'avec chaque asana, il y a une affirmation qui nous aide à sentir l'état d'être dans lequel la posture nous invite à entrer. Et je voudrais vous donner l'affirmation de la position Ardha Matsyendrasana, celle qui est, vous savez, on est comme ça, là. Enfin, c'est celle où on se trompe toujours entre la torsion, voilà. Et l'affirmation qui va avec, c'est « Je rayonne d'amour et de bienveillance envers les âmes amies partout ». Et toutes les âmes sont amies, donc c'est tout le monde. Donc je vous invite soit à la noter, soit sinon je la partagerai avec nos amis de Heartfulness, mais je rayonne d'amour et de bienveillance envers les âmes amies partout. Et si on peut vivre avec cette intention, surtout qu'on est énervé par d'autres, ça peut aider à être vecteur de paix dans les petites échelles et les grandes échelles. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à tous, vraiment, pour cette table ronde qui était vraiment très profonde, très sincère. Excusez mes questions un peu difficiles et au débeauté, mais c'est vrai que j'ai voulu vous lancer des défis et que vous avez brillamment relevés. Donc merci à vous, merci à notre public qui est aussi en distanciel et en présentiel. Vous pouvez vous applaudir, vraiment, pour votre écoute active. Et je vous invite à célébrer encore une fois ce soir la 8e journée internationale du yoga, où que vous soyez dans le monde, avec justement ces âmes amies qui nous attendent. Et encore une fois, merci. On reste avec cette idée d'amour et de joie dans notre cœur. Très belle soirée à tous. Bon, je vais dire peu de choses parce que tout ce qui a été dit, toutes ces belles choses qui ont été dites aussi profondes, avec le cœur, avec l'inspiration du cœur, je crois qu'on va conclure là-dessus. Alors, on a un petit cadeau à faire à tous nos intervenants. On a un corpus de connaissances sur le Raja Yoga qui a été édité par notre mouvement. C'est un peu les fondamentaux du Raja Yoga. Et on souhaitait vous en faire présent. Voilà, pour votre contribution, pour votre présence, pour votre belle présence. Donc nous faisons ce